soir, dans cette actualité tragique, je vous propose une petite pause, 2 heures pour prendre le temps de penser à soi, 2 heures pour se sentir relié avec d'autres personnes qui partagent le même vécu. C'est tout de suite sur Europe 1. Alors pour témoigner, pour réagir à un témoignage, eh bien le 39-21, où vous serez accueillis ce soir par Justin et Asiba, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également à tout moment nous rejoindre si vous voulez, si vous n'osez pas vous exprimer directement au téléphone. Vous avez Internet à votre disposition, europe1.fr, ou les SMS au 7 10 25 en commençant votre message par le mot nuit. Je précise également que si vous souhaitez réagir en cours d'émission à un témoignage, vous faites bien le 39-21, mais choix 1. Et là, vous aurez Justin et Asiba ce soir. Sinon, vous tombez directement sur la messagerie de mon répondeur. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Asia. Oui, bonsoir. 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 Alors, vous m'appelez parce que, déjà, on va essayer de voir avec la liaison parce qu'elle est pas formidable. Parlez-moi un petit peu. Vous m'entendez ? Oui, ça y est, là, je vous entends. D'accord. Bon. Alors, vous vous sentez un petit peu décalé, me dites-vous, dans votre vie ? Oui, en fait, je me sens décalée. Alors, me dites-vous parce que j'ai un mail sous les yeux, hein, voilà. Un mail que j'ai écrit un peu à la va-vite. Mais bon, en fait, oui, j'ai 34 ans. Je vis chez mes parents et mes relations, on va dire, affectives, et c'est le néant. C'est le néant, et c'est même, on va dire, un peu immature. J'ai l'impression d'être vraiment décalée par rapport au fil de mon âge, on va dire. Étant donné que je vis chez mes parents déjà et que en fait, je sais pas comment faire pour m'en sortir, pour vivre une relation normale avec un homme, avoir des enfants et tout ce qui va avec. J'ai l'impression d'être complètement bloquée, la peur. Et là, j'ai rencontré quelqu'un et j'aimerais bien que ça change. Et je sais pas comment faire je sais pas quoi faire pour que ça change. Bon, c'est déjà important que vous ayez rencontré quelqu'un. De quelle façon En fait, j'ai eu qu'une seule relation dans ma vie. J'ai eu qu'un seul homme dans ma vie. Et ça a duré très très longtemps. C'était un peu compliqué. Avec moi, de toute façon, tout est toujours très compliqué parce que j'ai peur. La liaison est vraiment mauvaise. Hein. Je ne sais pas si vous avez un haut-parleur, si... non, pas mieux. Donc, je sais pas. Vous mettez le haut-parleur sur votre téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Non ? Bon. Du tout, non. Bon, là, c'est un petit peu mieux. D'accord. Donc, je vous demandais dans quel contexte vous aviez rencontré cet homme là récemment, et vous me parlez d'une relation plus ancienne, vous, avec qui vous êtes resté longtemps. Oui, pour vous raconter en fait que j'ai eu qu'une seule relation dans ma vie, et ça s'est terminé il y a 2 ans, et elle était assez longue, assez compliquée, et j'ai mis un terme il y a 2 ans, et j'ai rencontré ce garçon en allant travailler tout simplement. Et il est venu me parler et il n'avait pas l'air, c'est un petit peu un beau parleur, on va dire. Et moi, tout ce qui est compliqué, je pense tête baissée, parce que je me suis dit, je suis toujours en train de me dire, je vais changer de personne. Et où est-ce que je me lance, parce que justement, ça ne marchera pas après ça. Donc voilà, j'ai rencontré ce garçon, on a commencé à discuter, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a jamais voulu me voir. En fait, on dialogue beaucoup au téléphone. Ah, vous ne vous êtes jamais rencontrés ? On s'est rencontrés, on se voyait souvent, mais dans mon lieu de travail, mais jamais en dehors. Jamais. Lorsqu'il me demandait, lorsqu'il me proposait des rendez-vous, j'avais du mal à lui dire oui. Parce que je voulais voir jusqu'où, et juste pour vous dire, quand il m'a abordé la première fois, je lui ai dit que j'étais pas le genre de fille qui
j'étais pas une fille facile, donc qui pouvait continuer son chemin et qui m'a dit, il m'a dit justement, c'est pas ce que je recherche, parce que des filles faciles, j'en ai plein mon téléphone, donc si je voulais une fille facile, voilà quoi. Donc c'est quoi une fille facile pour vous, Asia? En fait, il avait l'air d'être un beau parleur, et Mais dans ces cas-là, Asia, vous auriez pu carrément passer votre chemin et ne même pas entamer une relation avec lui. Si vraiment vous aviez une idée aussi négative de lui, c'est toute votre ambivalence quand même. Oui. Mais il me plaisait. Oui. Physiquement, oui, les beaux parleurs, les séducteurs plaisent souvent aux femmes. Hein. Vous n'êtes pas la seule, rassurez-vous, sur ce plan-là. Tout va bien, vous voyez. Bon. Il m'a attirée, puis bon, comme il m'a dit, c'est pas ce que je recherche. Bon. Mais tout de suite, je suis pas une fille facile. C'est intéressant, on y reviendra. Bon. Alors finalement, vous ne vous voyez pas, vous parlez au téléphone. Depuis combien de temps? Alors là, ça fait 1 an. Ah vous lui montrez effectivement que vous n'êtes pas une forteresse qui tombe facilement. Hein. Ah ouais. Là, ça fait 1 an. Et en fait, je sais plus quoi faire. Est-ce que j'arrête la relation? Mais à chaque fois que j'arrête, il me fait des scandales pas possibles, à me dire qu'il ne comprend pas pourquoi, qu'on va se voir prochainement, qu'il a juste pas le temps, et que moi non plus, etc., etc. Donc je replonge et c'est reparti pour des dialogues de 2 heures au téléphone, SMS et rien. Ça bouge pas. Rien, c'est-à-dire qu'il ne vous propose pas davantage? Si, il me dit, dès que je disparais, il me dit, mais t'inquiète pas, on va se voir bientôt, et rien. Et moi, je ne fais jamais d'effort non plus. C'est là où je disais aussi, j'ai une fierté, mais qui me bousille un peu la vie, c'est-à-dire que je me rabaisse jamais. Et pour moi, c'est me rabaisser que de lui demander de se voir ou de paraître amoureuse. Il faut pas que je montre mes sentiments. Il faut pas que je suis toujours. Il faut pas qu'on voit que j'aime. Faut pas que. Oui, vous êtes bien rencontrés sur le plan de la problématique, parce que c'est quand même pas banal d'échanger comme ça, d'être dans une relation où pendant 1 an vous ne vous voyez pas. Et vous échangez uniquement des textos, des échanges téléphoniques, où au fond, vous savez très bien l'un et l'autre cultiver le désir. Vous êtes dans le désir. Et quand vous essayez de mettre un terme à la relation, il vient vous rechercher. Donc cet homme, au fond, n'est pas celui que vous pensez, Asia. Lui-même est certainement beaucoup plus complexe. C'est en tout cas peut-être un séducteur, mais en tout cas un séducteur qui n'est pas dans une consommation, qui a besoin de cultiver, d'entretenir son désir, mais qui n'a pas besoin de mettre des femmes dans son lit. Il a besoin de... Vous voyez, alors peut-être qu'il a des peurs, hein, lui-même. Il doit même avoir beaucoup de peurs. Hein. Vous avez... Il y a certainement des peurs. Il y a des peurs qui se recoupent. Il doit y avoir... Vous avez... Derrière le côté « je suis pas une fille facile », on peut entendre aussi... j'ai peur des hommes. Hein. Complètement. J'ai peur des hommes, j'ai peur de la sexualité. Et finalement, derrière cette apparente fierté que vous affichez, on ne m'aura pas comme ça, qu'est-ce que j'ai peur? Et cet homme peut aussi lui-même, au fond, avoir peur des femmes. Hein. Et au fond, ça l'arrange bien que vous restiez inaccessible. Mais justement, quand on s'est rencontrés la première fois, il m'a dit « je suis quelqu'un de très difficile aussi ». Oui, certainement. Donc, au fond, vous avez fait mouche sans le savoir en disant cela. Ça l'a arrangé. Oui, mais aujourd'hui... Votre relation n'est pas prête d'avancer. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas un qui fait un pas vers l'autre, oui, ça peut rester longtemps en l'état. Mais vous l'avez... C'est là où c'est intéressant, parce que souvent, on dit...
on ne se rencontre pas par hasard. Enfin, il y a des choses qui font signe comme ça, ou des paroles. Ou bon, je crois que fondamentalement, dans les premiers temps d'une rencontre, il y a des choses qui sont dans le non-verbal, hein, parfois même. C'est pas seulement dans les paroles qui inconsciemment nous accrochent chez l'autre. On ne saurait pas dire quoi, parce que ce n'est pas, on n'en a pas conscience, on ne saurait pas dire. Mais il y a des choses d'inconscient à inconscient qui passent. De toute façon, sinon, vous n'auriez pas l'un et l'autre poursuivi cette relation. Bon, déjà, de toute façon, Asia, quand vous m'avez dit en commençant en disant, voilà, j'ai du mal dans ma vie amoureuse. Il est clair que en étant chez vos parents, en vivant chez vos parents, à 34 ans, comment voulez-vous avoir une vie amoureuse ? Oui, déjà, vous voyez, ça pose quand même un problème. Non, mais le souci, c'est que je suis bien chez mes parents. Je suis vraiment bien. Eh oui, mais... J'ai pas envie d'être... Je travaille, pourtant je suis indépendante, mais j'ai du mal à partir dès qu'il faut que je prenne un appartement, quand j'y pense, et je panique. Je panique et j'y arrive pas. Je suis incapable. J'ai même fait des 2 heures de train, aller-retour, 4 heures pour rentrer chez moi. Je n'arrive pas à partir de chez moi, j'ai peur. J'ai du mal à pas voir ma mère le matin, j'ai du mal. Donc même, ça se ressent même dans ma vie affective, parce que j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à m'abandonner avec quelqu'un, j'ai du mal, j'ai peur. Et je sais pas si c'est lié, mais là, avec ce garçon-là, j'aimerais bien que ça bouge et arrêter de perdre mon temps, c'est-à-dire passer des années comme ça, parce que ça peut durer des années. Mais ça ne peut pas. Il y a des choses qui doivent bouger autrement, Asia. Il y a quelque chose. Vous ne pouvez pas. Vous êtes encore. Vous avez peur déjà de quitter votre famille et plus particulièrement votre mère. Loin d'elle, vous vous sentez perdu. Oui. Comment voulez-vous, vous me dites, et je vous crois, bien évidemment, consciemment, vous avez envie de construire votre propre famille, de fonder, de former un couple, d'avoir une famille. Mais vous restez l'enfant de votre mère, là. Vous restez collé à elle. C'est vrai. Comment voulez-vous il faut déjà parvenir à un travail de détachement d'avec votre famille pour pouvoir former la vôtre. Il n'est pas possible de former sa propre famille tant qu'on n'a pas pris des distances avec sa famille d'origine. Donc vous pensez que c'est lié, le fait que je n'arrive pas à faire un choix Bien sûr, parce que d'une certaine façon, l'homme est celui qui vous, pour vous aussi symboliquement, vous couperez le cordon. Oui, c'est vrai. Oui, mais oui. Alors après, il y a d'autres choses, hein, parce que là, je vais très vite. Je vais très vite, on n'a pas le temps, mais ça mérite. L'important, c'est ce qui serait important pour vous, Asia, ça serait d'explorer pourquoi cette peur des hommes. Je ne sais pas le vrai problème, la vraie question, ça va être qu'est-ce qui va l'emporter ? Votre désir de changement, votre désir à un moment de vivre votre vie, d'avoir une vie de femme, ou au fond, cet état qui est plutôt agréable aussi, parce que vous me l'avez dit vous-même avec beaucoup de sincérité, vous êtes bien chez vos parents. Oui. Hein ? Donc, ce qui nous amène à changer, à vouloir le changement, c'est souvent un état de mal-être. C'est ce qui fait qu'à un moment, on se dit c'est plus possible cette situation, je peux plus continuer comme ça, et donc il faut que je trouve d'autres perspectives. Quand on est dans quelque chose d'assez douillet, pourquoi changer ? On essaye de jouer sur 2 tableaux. Donc,
Oui, il y a cette relation, il y a cet homme qui est là, qui vous fait rêver, mais il y a quand même votre cocon familial. Et pour le moment, c'est ce cocon familial à qui vous donnez la priorité. Oui, mais c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment un désir de construire, mais vraiment un désir de m'investir dans la relation. Alors, espérons que ce soit ces désirs qui l'emportent. Je reçois un message de BE qui me dit on peut très bien vivre chez ses parents et avoir une vie amoureuse, ce n'est pas incompatible. Bon, écoutez, oui, dans l'absolu. C'était vrai auparavant où les familles vivaient sous le même toit, évidemment. Les plusieurs générations cohabitaient sous le même toit. Bon, cela dit, sur le plan du couple, ça posait beaucoup de questions. Sur le plan de l'intimité du couple, vous voyez, les générations cohabitaient sous le même toit, ça les empêchait pas de faire des enfants. Ça, j'ai pas dit l'inverse. Mais enfin, sur le plan vraiment de l'intimité du couple, on peut se poser la question. Cela dit, là, pour le coup, je pense et je persiste à dire que quand on est dans d'une certaine façon encore trop attaché affectivement, dans un état de dépendance affective trop grand par rapport à ses parents, à sa famille d'origine, c'est très difficile d'envisager de construire son couple et sa famille. Il faut avoir fait un certain travail de distance. Ça ne veut pas dire... attendez, parce qu'il peut y avoir une confusion. Quand on dit distance, ça ne veut pas dire être en rupture. La distance, c'est-à-dire dire, bon... Allô ? Oui. La distance, c'est avoir pris... c'est symboliquement l'enfant qu'on a été, considérer que voilà, c'est plus papa et maman, c'est un homme. Nos parents sont un homme et une femme, ils ont une histoire et donc on a pu prendre un peu de distance par rapport à cette histoire et on peut aussi se construire nous et un peu prendre un peu d'éloignement, ne pas rester tout le temps leur enfant. Or là, on entend bien dans ce que vous dites. Loin de votre mère, et j'ai envie de dire loin de votre maman, vous pourriez dire. Ouais. Vous êtes perdu. Vous avez besoin de cette enveloppe protectrice, de cette matrice. Oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours besoin d'être protégée. Par exemple, par mes frères, par le garçon dont je suis amoureuse. J'ai toujours besoin, et c'est ce que je recherche chez un homme, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Mais le problème avec ce garçon, c'est qu'à chaque fois que j'avance, et aussi quand je lui dis du style, il me dit j'aimerais une fille comme toi et qui soit plus à fond sur moi, qui m'aime plus. Donc moi je le laisse parler, je lui dis pas les sentiments que j'ai bien sûr. Il me dit qu'il aurait aimé être avec quelqu'un comme moi, que mentalement on s'entend super bien et tout, mais que physiquement j'ai perdu du poids, donc je ne lui conviens plus. Ensuite il rechange, il me dit, une fois il m'a même dit qu'il m'aimait. J'ai pas relevé, j'ai fait comme si j'avais pas entendu. Mais surtout pas, mais évidemment, dès qu'il y a quelque chose qui pourrait mettre en marche la possibilité de quelque chose de constructif dans la relation, il fait un pas en avant, vous en faites trois en arrière, et réciproquement d'ailleurs. Oui. Donc cet homme, comme le dit le subversif qui envoie un petit message là au 7-10-25, vous avez vu en lui un beau parleur, il dit, à mon avis, c'est tout sauf cela, mais il ajoute, vous voyez dans l'homme un prédateur, que risque-t-il de dévorer ces hommes-là, d'après vous ? Pourquoi finalement, c'est ça, il y a une dimension dans ces hommes qui vous font peur. De quoi avez-vous peur, c'est ce que dit aussi Lali. Mais c'est vrai que j'ai un besoin essentiel d'être respectée. Et chaque homme que je rencontre, ou même, parce que je fais beaucoup de rencontres, même si ça va jamais très loin, parce que soit je me sauve avant, soit je disparais, mais il y a toujours du respect. Alors respecter, pourquoi en quoi des hommes ne vous auraient pas respecté ? Pourquoi me respecteraient-ils pas ? Non, mais en quoi des hommes ne vous auraient-ils pas respecté ? Par le passé, non, vous aurait-il manqué de respect ? Non, jamais.
Alors pourquoi ce besoin de respect à tout prix? Je sais pas, peut-être que c'est ce qu'on m'a inculqué. Dans votre culture? Oui, dans ma culture. C'est un beau jeu parfois, hein, le respect. Parce que sous couvert de ça, le respect, c'est-à-dire que les femmes, au fond, peuvent pas vivre leur vie aussi. Et les hommes, eux, peuvent tout se permettre. C'est vrai. Hein? Parce que sous couvert de respect des femmes, les femmes, finalement, n'ont plus de liberté. Mais malgré c'est à double tranchant, le respect des femmes. Parfois. Mais malgré tout, j'ai une liberté chez moi. Je fais ce que je veux quand je veux. Chez vous? Chez moi, oui. Mais même si j'ai été éduquée, la femme, faire attention aux hommes, ma mère me disait souvent. Oui. Mais alors, votre mère vous disait de faire attention aux hommes? Oui. Oui. Ben, ça compte, ça, Asia. Et que d'être amoureuse, c'était d'être faible. Ben on y vient. Oui. Oui. Oui, mais alors, c'est important, ces paroles. Déjà, quand c'est pas rien, quand on transmet cela, quand une mère transmet à sa fille de dire il faut faire attention, il faut se méfier des hommes. Ça veut dire ben oui, parce que ça renvoie une image d'une les hommes sont dangereux. Pourquoi sont-ils dangereux? Alors, quand on est petit, quand on est une enfant, quand on est une adolescente, on ne comprend pas forcément pourquoi. Il n'y a pas toujours d'explication, parce qu'en général, il n'y a pas d'explication derrière cela. Les mères ne disent pas pourquoi. Elles ont des raisons, parfois, de le dire. Souvent même. Elles ne disent pas cela par hasard. Mais c'est le poids d'une histoire, c'est le poids... Bon, il y a quelque chose. Mais elles ne le disent pas à leurs filles. Elles ne transmettent que la peur. La peur, ça s'enracine profondément, surtout quand c'est la mère qui le dit. En tout cas, des personnes qui ont effectivement, pour un enfant, les paroles des parents, ça a valeur d'oracle. Hein. Oui. Quand elle vous dit être amoureuse, c'est être faible. Oui, pleurer pour un garçon qui n'est qu'un garçon qui va passer. Il faut pas. Mais faut oui. être plus forte, il faut être digne, il faut être. Oui. Donc ça veut dire là aussi, au fond, ça ne vaut pas le coup. Et d'où aussi cette fierté dont vous me parlez. On va pas quand même se mettre plus bas que terre. On va pas quand même se rabaisser pour simplement des histoires comme ça pour un homme. Ça n'en vaut pas la peine, un homme. Non, ça n'en vaut pas la peine s'il ne t'aime pas, c'est que... Et votre père dans cette histoire, parce que vous m'avez pas parlé de lui, vous me parlez de vos parents, mais vous avez surtout parlé de votre mère, ils vivent ensemble? Oui. D'accord. Mon père est adorable. Mon père, je vais peut-être dire quelque chose qui va... Mon père, j'en fais un peu ce que je veux, on va dire. Oui, ça c'est pas surprenant. Ouais. Comme votre mère doit en faire un peu ce qu'elle veut. Oui, il est vraiment fou amoureux de ma mère, c'est vrai. Oui. Il est faible donc? Il n'est pas faible, il est très fort. C'est un homme, c'est pour ça que je recherche beaucoup ça aussi. Du point de vue de votre mère, j'entends. Hein, je disais ça, c'était assez ironique. Non, c'est un homme. C'est vraiment un homme. C'est très fort, sécurisant, discret. Il ne parle pas beaucoup. Quand il sourit, c'est magnifique parce que c'est assez rare. Il ne parle pas beaucoup. Oui, mais vous semblez dire quand même, Asia, que la sécurité, c'est auprès de votre mère que vous la trouvez. C'est parce que quand j'étais petite, je faisais des crises d'angoisse. Il fallait toujours que ma mère soit près de moi. Et ma mère, en fait, elle voulait une fille à tout prix. Et prier, pleurer pour avoir une fille. Quand je suis arrivée, c'était... d'ailleurs, on m'appelle Désirée. C'était quelque chose d'énorme, quoi. Et j'étais tout pour elle. Et ce qui fait qu'elle m'a jamais lâchée. Aujourd'hui encore, elle pense que j'ai à peine 20 ans. Quoi. Mais cela dit, je comprends, ça peut se comprendre du point de vue de votre mère où elle a voulu, au fond, faire de vous peut-être l'inverse de ce qui a été transmis dans votre culture. Dire, au fond, ma fille, il faut que tu sois forte. Tu vas pas te laisser embêter par ces histoires, être amoureuse, c'est se mettre... C'est un peu être dépendant. Oui.
Hein, c'est se rendre. On est vulnérable quand on est amoureux. Oui. On n'est pas. C'est pas être faible. On est vulnérable puisqu'on se rend compte on se rend compte de notre dépendance. Voilà. On ne se suffit pas à soi-même. On est dans le désir d'un autre, dans le besoin d'un autre. Bon. Donc, en fait, il faudrait que vous vous suffisiez à vous-même. Elle espérerait cela, que vous ne soyez jamais, au fond, dépendante d'un homme. Mais, ce faisant, elle a distillé un poison assez... sans forcément en avoir conscience, mais assez insidieux en disant les hommes sont dangereux. Oui, mais ça me pourrit la vie aujourd'hui. Mais bien sûr que ça vous pourrit la vie. Parce que j'ai envie, parce que vous n'arrivez pas à vous émanciper et à sortir de son giron. Or, le but, Asia, c'est quand même que vous sortiez du giron maternel. Donc, je pense qu'il serait important que vous puissiez réfléchir à tout cela et un peu débroussailler cela. D'accord. Voilà. Il y a Salomon qui dit d'ailleurs à propos de cet homme-là dont vous nous parlez, qui vous donne à tort l'impression de ne pas vous mettre en danger, puisque inoffensif, il se passe rien, mais au fond, bon, cette relation ne vous mène à rien. Complètement. Alors, il y a Feb des Yvelines qui dit même si le départ est difficile, vos parents seront heureux de vous voir vous construire. Pensez-y, ça vous donnera du courage. Et c'est ce que ma mère me dit tout le temps. Ben oui, mais bon. Mais j'ai du mal. Mais c'est ça, il y a quelque chose de fusionnel qui s'est mis entre elle et vous, et on ne sait pas au fond qui a le plus besoin de l'autre. C'est quand même si aujourd'hui vous avez du mal à vous détacher d'elle, il faut jamais oublier qu'à la base c'est toujours le parent qui initie la relation. C'est jamais l'enfant qui initie la relation. Il faut quand même réfléchir à ça. Simplement maintenant, Asia, vous êtes adulte. Oui. Donc vous pouvez un petit peu, vous pouvez explorer cette relation un peu à votre mère, votre peur des hommes, et ça vous permettra d'enfin vivre votre vie. Parce que sinon, je vous dis, moi le risque pour vous, c'est que vous êtes dans quelque chose de confortable et que le confort l'emporte. Donc que vous vous contentiez comme ça de choses un peu où vous êtes dans le rêve, mais la réalité étant plutôt assez confortable, que ça l'emporte. Donc à réfléchir. Merci en tout cas. Ouais. Vous me conseillez de faire quoi avec le garçon ? D'arrêter la relation, de continuer ? Je peux pas répondre à cette question-là, Asia, parce que vous avez vu que c'est pas la question essentielle. Ce garçon, je vous dis, pardonnez-moi de vous le dire, assez accessoire dans l'histoire. D'accord. Ben oui. Ce garçon-là, cet homme-là, c'est parce que c'est un homme plus qu'un garçon, cet homme-là, il a, je pense, des peurs différentes des vôtres, mais donc à mon avis, vous vous êtes bien trouvés pour que la relation n'avance pas. Donc évidemment, vous pourriez provoquer pour qu'il y ait des choses qui avancent, mais si lui reste depuis 1 an dans une relation comme ça, c'est qu'il y trouve son compte. Donc c'est pas vous qui allez faire le premier pas, et si lui ne l'a pas fait depuis ce temps, c'est qu'il a aussi des raisons. D'accord. Il faudrait peut-être que je prenne mes distances avec lui. Je pense qu'il faut surtout explorer, je vous dis, tout ce dont on a parlé. D'accord. Ça vous aidera davantage à avancer que de vous perdre un peu dans cette histoire. D'accord. Merci en tout cas de votre confiance. Au revoir, Asia. Merci infiniment. Au revoir. Louis Chédid, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Le témoignage d'Asia vous fait réagir. Jeanne nous envoie un mail sur le site europe1.fr qui dit « Voilà pourquoi vous ne voulez pas être une fille facile, Asia, parce que être amoureux, c'est être faible, comme vous le dit et répète votre mère. Réagissez vite, vite. Vous avez en vous ce discours qui a voulu vous prévenir, mais a laissé des traces, car tout ce que les parents disent, sont paroles d'évangile. Ma mère a fait cela aussi en disant ne te marie jamais, et
je ne me suis jamais mariée. Je l'ai compris trop tard. Allez voir un psy pour vous aider à faire votre vie et être moins mal à l'aise avec les hommes tant que vous êtes encore jeune. Vous trouvez des excuses pour obéir, entre guillemets, à maman. Il y a Adélia également qui nous écrit sur europe1.fr pour dire « Laissez-vous aller à vos sentiments, vous verrez que votre vie n'en sera que plus belle. Ce n'est pas se rabaisser que de les dévoiler. On n'a qu'une vie, lancez-vous. » Denise également dit « Vous devez faire votre vie car le jour où votre mère ne sera plus là, vous serez toute seule. J'en ai fait l'expérience. Je n'ai pas fait ma vie lorsque mes parents étaient là. Maintenant, ils sont morts. Je me retrouve seule. Maintenant, ma vie, c'est le travail et la maison. J'habite un petit village et je n'ai même plus envie de sortir, dit Denise. Des messages aussi qui arrivent au 7 10 25. Le fou de Bassan, dit Assia, le poids de notre culture nous enferme parfois dans un carcan de rigidité qui nous formate en un être qui nous blesse. Une bonne révolution en nous est parfois nécessaire. Le subversif dit la scène publique de jadis était dominée par le phallisme et stigmatisait la femme, tandis que la scène privée, elle, recluse, victime, nourrissait une défiance vis-à-vis de l'homme. Et oui, on disait alors que les femmes occupées avaient le pouvoir, mais uniquement dans la sphère domestique. Donc elles se vengeaient comme elles pouvaient en disant finalement, en critiquant, en dénigrant les hommes. Et puis, je crois un autre message, Fleur qui dit sa mère essaye de faire ce qu'elle veut sans la laisser vivre sa vie. Il faudrait vraiment qu'Asia arrive à s'en détacher. On va accueillir maintenant Nathalie. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Nathalie. Écoutez, vous avez mis une chanson qui va nous mettre directement dans le sujet. On ne dit jamais aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Je vous ai appelé hier, j'ai pas réussi à passer. J'ai un silence donc j'ai 4 enfants et mes 2 grandes filles qui sont âgées de 26 ans et 23 ans ne me parlent plus depuis 9 mois pour une raison que j'ignore. Voilà. Donc je suis en grande souffrance. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma dernière. Donc hier, je leur ai demandé s'il était possible qu'on se réunisse, que c'était une très belle occasion, qu'on avait une occasion magnifique de se réunir. Et je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu un mail aujourd'hui de la deuxième qui m'a dit qu'elles étaient indisponibles. Voilà. Voilà. Donc, j'en souffre beaucoup. Oui. Ben oui, ça j'imagine, oui. Voilà, parce que je ne le comprends pas. Oui, vous ne comprenez pas, il n'y a pas eu, oui. C'est forcément passé quelque chose. Il y a forcément quelque chose pour qu'il y ait je vais vous résumer en 2 mots. Je me suis mariée à 22 ans. J'avais 4 enfants à 30 ans et demi, à peu près tous les 3 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir à avoir ces enfants. J'ai pas fait carrière. J'ai passé des diplômes et je suis restée à la maison pour élever mes enfants. Et avec beaucoup de plaisir. J'ai consacré donc ma vie à mes enfants et à mon mari, étant quand même avocate, mais sans jamais avoir exercé. Et voilà. Et puis il est arrivé en 2007 un cataclysme. Mon mari a fait des grosses bêtises au niveau professionnel. On a dû divorcer très rapidement, 3 mois, de manière très très rapide. Et donc on a divorcé en 3 mois. Et cette même année-là, ma fille a décidé de se marier, ma fille aînée. Voilà. Sur ce, la famille a éclaté. Donc l'aînée s'est mariée, la deuxième est partie de l'autre côté de la terre, aux États-Unis, près de Vancouver. Oui. Et les 2 sont restés avec moi, les 2 derniers. Et j'ai dû tout reconstruire parce que il y avait des choses assez graves pour que j'évite de donner des détails. Et donc j'ai dû trouver un travail, trouver un logement, enfin tout reconstruire. Voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et cette année, donc, ce silence a coïncidé avec leur père qui a décidé de se remarier. Et il s'est remarié avec ses parents, en présence de ses parents, à l'étranger, sans souhaiter que ses enfants soient présents. Et à partir de ce jour-là, donc au même moment, il y a eu un silence. Voilà, mais un silence incompréhensible, douloureux. Voilà.
Donc, je l'ai appelé, pas plus tard qu'aujourd'hui, mon ex-mari, pour lui dire « aide-moi », parce que ce n'est pas normal. Il a été habitué, lui, à ne pas parler à ses parents comme ça pendant de nombreuses années. Oui, vous avez fait un lapsus d'ailleurs à ce sujet. Parce qu'effectivement, bon, je voulais vous demander, oui, vous m'avez dit, son père, vous dites, s'est remarié avec ses parents. Vous dites leur père s'est remarié avec ses parents. Il s'est marié en présence de ses parents. Oui, oui, mais au départ, vous avez dit s'est remarié avec ses parents, donc je comprends mieux maintenant. Il a eu des périodes de rupture avec ses parents. Il s'est un peu remarié avec ses parents aussi, ce jour-là. Exactement. Ouais. En fait, en me quittant, je pense qu'en divorçant, ça lui a permis de reconnecter avec ses parents. D'accord. D'où votre lapsus. Oui. Je l'assume. Je l'assume. En tout cas, les filles ont été. Est-ce qu'elles voient leur père? Alors, elles ont un rapport. Alors, elles n'avaient pas de père pendant 3 ans parce qu'il était complètement dans ses soucis et puis lui aussi dans sa reconstruction. Donc, ça a flotté comme ça pendant 2 ans. Et puis, il a trouvé donc une femme sur Internet. Il s'est très vite mis en couple et il s'est remarié donc au mois de juin dernier. Et voilà. Et il se trouve qu'il s'est marié au moment de mon anniversaire. Et mes filles m'ont souhaité bon anniversaire par Facebook. Voilà. Donc j'ai trouvé ça étrange. J'ai laissé passer quelques jours. Et puis je les ai appelées en disant tout va bien. Vous êtes marié le jour de votre anniversaire? Le même week-end. Je ne sais pas quel jour exactement puisque c'était à l'étranger. Mais exactement au même moment. Et mes filles, je pense que, je ne sais pas, écoutez, il y a un non-dit. Vous l'avez mal vécu? Oui, moi je l'ai mal vécu parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui allait trop vite, qui était reconstruit beaucoup trop vite. Et qui se faisait surtout, comme vous dites, en présence de ses parents et pas de ses enfants. Donc il y avait quelque chose qui me choquait dans tout ça. Oui, il y avait quelque chose qui me choquait. Moi, vous en avez fait part à vos enfants? Oui, bien sûr. Elles me le reprochaient. Donc il fallait que je me taise. Il fallait pas que je dise que vous disiez pas dire du mal de leur père. Oui. Ce que j'ai arrêté de faire, parce que c'est vrai que moi j'étais passée aussi à autre chose. J'avais un ami à l'époque, donc la vie continue. Peut-être que j'avais l'impression aussi, quelque part. Alors j'ai essayé d'analyser ce silence, évidemment. J'ai essayé depuis 9 mois de comprendre pourquoi ce silence. Alors les pistes, c'est pourquoi tu n'as pas empêché papa de se remarier? Parce qu'après tout, c'est moi qui ai plus voulu qui l'ai laissé se remarier, vous voyez, qui est pas. C'est ce qu'elles vous disent ou c'est ce que vous interprétez? C'est ce que je ressens. En plus, je ressens toujours de la rancœur. Vous n'auriez pas pu l'empêcher, de toute façon. Non, mais je ressens, par exemple, je l'ai eu encore aujourd'hui, je lui ai dit, ça serait bien que tu aimes ta femme, parce que ce serait mieux que tu te détaches complètement de moi, que tu n'aies plus de ressentiment, que tu sois avec moi amical, fraternel, qu'on soit un vrai couple parental pour qu'on puisse passer à autre chose. Voilà, qu'il y ait un certain détachement. Pourquoi? Vous pensez qu'il a des sentiments encore pour vous? Oui, je le pense. Sinon, il ne serait pas dans le ressentiment. Oui. Oui, mais les sentiments peuvent évoluer. De l'amour peuvent passer en ressentiment, de la colère, je suis passée par la colère. De la haine. Non, je parle de lui. Mais c'est plus pour autant, c'est l'autre revers de la médaille. On s'aimait énormément. On s'aimait beaucoup. Je l'entends. Il a fait beaucoup. Il a fait des graves erreurs au niveau professionnel qui nous ont mis en danger, qui nous ont mis à la rue. Vous voyez, donc moi j'avais plus confiance et pour moi il n'était plus question de continuer ma route avec lui. Voilà, je n'avais plus confiance. Je n'arrivais plus à avancer avec lui. Oui, mais on voit bien que cette histoire n'est pas réglée, en tout cas pour vous. Hein. Pour moi, elle n'est pas réglée? Non. À quel niveau? J'ai l'impression qu'elle n'est pas réglée pour vous. À quel niveau? Dans la façon dont vous parlez de lui, il y a quelque chose qui... Dans le fait même, quand vous dites que vos filles pourraient vous reprocher de ne pas avoir empêché le mariage de leur père. Je pense que d'abord, vous n'auriez pas pu l'empêcher, quand bien même. Et ça montre que vous réfléchissez à tout ce qu'elle pourrait éventuellement vous reprocher.
Mais je pense plutôt que ce qu'elle pourrait vous reprocher, c'est à ce moment-là d'avoir éventuellement émis des critiques sur ce mariage. Et je peux comprendre que ça vous ait fait mal, blessé, notamment la date où ça s'est passé, la précipitation, le fait que vous l'ayez vécu comme presque symboliquement, que ça soit passé dans la période de votre anniversaire. Je vais peut-être vous raconter une anecdote. J'étais juste 3 mois avant le mariage. Je passais des fêtes chez mes parents qui habitent à l'étranger et ils sont tous venus m'accueillir à l'aéroport, mes 4 enfants. J'ai cru que quelqu'un était mort. Donc je leur ai demandé qu'est-ce qui se passait, parce que d'habitude je prends la navette et je rentre toute seule. Et ils m'ont dit on va te parler, on va te parler. On s'est retrouvés à la maison et ils m'ont annoncé papa se marie. Mm-hmm. Et je leur ai dit alors? Ils m'ont dit mais ça ne te fait rien? Je lui ai dit, écoutez, la vie continue. De toute façon, il était avec cette femme depuis 9 mois. La suite logique, c'est qu'il se marie, puisque, voilà, c'est la vie. Et j'ai senti justement leur mal-être. J'ai senti qu'ils auraient aimé que je réagisse autrement. Mais parce qu'ils devaient sentir que c'était pas, que vous n'étiez pas forcément très sincère en disant cela, au fond. Vous pensez ? C'est jamais facile d'apprendre qu'une personne vous êtes profondément aimé. Enfin, je veux dire, et donc entre être avec quelqu'un déjà c'est pas simple d'apprendre que l'autre fait sa vie, mais en plus se marie. Enfin, ça a une dimension encore plus symbolique. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il s'est marié à l'étranger parce qu'il s'est marié religieusement à l'étranger pour ne pas se marier civilement en France. Une manière de ne pas s'engager quand même trop. Voilà. Parce que quand on se marie comme ça religieusement à l'étranger, vous déchirez le bout de papier, c'est terminé. Voilà. Un mari peut déchirer le bout de papier le lendemain matin. Alors, de toute façon, c'est vrai que il y a eu plein d'éléments. Il y a des auditeurs, mais après, vous voulez pas. On n'a pas à rentrer. Vous dites qu'il y a des choses que vous voulez garder secrètes et c'est votre droit. Non, parce que qui disent quel est le rapport entre la faute professionnelle grave et la rupture, c'est la prison. De la prison, des malversations, des choses graves, alors qu'il est toujours expert comptable, commissaire aux comptes. Vous voyez, des choses graves. Il y a eu tout un enchaînement de faits où quand même beaucoup de choses qui ont basculé en 3 ans, qui ont quand même qui sont profondément déstabilisantes. Alors après, pourquoi vos 2 filles aînées? La dernière fois, moi j'ai pas la réponse, évidemment. Je n'ai pas la réponse. Non. Comment voulez-vous que j'ai la réponse? Pourquoi vos 2 filles aînées décident de ne plus? Je me suis dit, j'ai peut-être raté quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas, qui n'est pas. Non, moi je ne peux pas avoir la réponse à cette question. Seules vos 2 filles pourraient dire pourquoi. Pourquoi elles ont décidé de ne pas à un moment donner de suite? Avez-vous essayé d'en parler avec elles? La dernière fois que vous les avez vues, qu'ont-elles, que s'est-il passé? Voilà. Je peux vous le dire. La dernière fois que je l'ai vue, c'était j'ai assisté au mariage donc de sa belle-sœur donc la sœur de son mari qui se marie au même moment que son père. Donc il y a eu un télescopage pour elle qui a été difficile. Et elle m'a demandé de venir la soutenir, chose que j'ai faite la veille de mon anniversaire. Ça, c'est pour l'aînée. Et pour la deuxième, je crois que 15 jours avant, elle était en retard pour un repas. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas sympa, moi je m'organise, j'avais envie que tu sois à l'heure, etc. Et elle m'a dit, si c'est comme ça, je ne viendrai pas. Et c'est vrai que je n'ai pas apprécié. Et depuis, voilà, plus de nouvelles. Donc ça a été quelque chose qui a été anecdotique. Vous voyez, qui a été anecdotique. Apparemment. Enfin, en tout cas, la réaction semble disproportionnée par rapport. Vous semblez dire que quand même, il y a eu quelque chose. À un moment, le reproche plutôt était de ne pas parler de leur père. C'est-à-dire qu'entre le moment où il n'y a pas de réaction, quand elle vous annonce le remariage, pardonnez-moi, de votre ex-mari. J'aime aussi Valette lapsus. Parce que c'est un remariage. Oui.
Et la suite, il y a eu quand même des réactions de votre part après, ou finalement vos filles... Non, pas vraiment. Vous m'avez dit tout à l'heure que quand même vos filles, oui, mais vous ont dit là qu'elles admettaient mal au fond que vous parliez de leur père. Il y a une chose qui m'a choquée, c'est qu'il les convie pas à son remariage. Oui, ça m'a choquée. Il les écarte de son remariage pour le faire devant ses parents. Oui, ça m'a choquée. C'est vrai que c'est la seule remarque que j'ai faite. Oui, mais il avait peut-être besoin à ce moment-là, en tant que fils, de la reconnaissance de ses parents. À 50 ans ? Oui. On peut avoir besoin d'une reconnaissance, parfois, quel que soit son âge. Surtout que ses parents ne m'avaient jamais validée, oui, sûrement. Mais ça vous fait souffrir, vous, oui. Ça me fait souffrir ? Vous. À qui ? À l'encontre de qui ? C'est-à-dire, on l'entend bien là, une fois de plus. C'est-à-dire que vous dites, vous, ils ne vous ont jamais... C'est tout, le reste, je vous assure, j'ai purgé. Nathalie, n'occultez pas, il n'y a pas d'un côté le silence de vos filles, l'histoire de vos filles et la vôtre. Tout est extrêmement mêlé. Si vous n'admettez pas qu'il y a un lien entre ce que vous vivez dans votre histoire, dans ce qui s'est joué dans votre histoire de couple, et dans ce qui se joue actuellement dans la relation avec vos filles, il y a peu de chances que les choses évoluent. Parce que quand vous me dites, au fond, que vous n'avez pas été validé, le terme est quand même pas banal, par vos beaux-parents, et que la nouvelle épouse de votre ex-mari l'est, c'est pas innocent. Parce qu'il y a moins d'enjeux. Donc du ressentiment, quand vous dites que votre ex-mari a du ressentiment vis-à-vis de vous, vous avez également du ressentiment vis-à-vis de lui. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé. Ça peut se comprendre. 3 ans. Vous pensez qu'en 3 ans, on peut ne plus avoir de ressentiment et effacer 25 ans ensemble? C'est compliqué, surtout quand on s'est beaucoup aimé. Je pense que c'est compliqué de ne plus avoir... C'est extrêmement compliqué, Nathalie. Oui. C'est extrêmement compliqué. Je crois même qu'effectivement, ça ne peut pas se faire en 3 ans. Et même si on a quelqu'un dans sa vie... Je suis pas prête à payer le prix de perdre mes filles. Mais je pense que vous ne les perdez pas. Et que c'est justement en acceptant aussi que pour vous c'est compliqué et que depuis 3 ans vous avez vécu une accumulation de choses extrêmement difficiles et que pour vous aussi cette histoire est encore très éprouvante et que peut-être pour le moment vos filles ont besoin de cette distance. Ce qui ne veut pas dire que vous les perdez. Peut-être. Parce que ma souffrance est difficile pour elle. Mais je pense qu'elle aussi, ce que je veux vous dire, Nathalie, c'est que elle aussi, vous êtes dans la souffrance, mais à un moment, prendre une certaine distance, c'est peut-être parce que on n'a pas trouvé d'autres moyens. On n'a pas trouvé d'autres issues. Quand on est dans une relation où on ne sait pas comment dire les choses, où on ne sait pas comment, sinon on pense qu'il va y avoir de l'affrontement, ou parce que, donc on n'a pas trouvé d'autres moyens que de prendre un peu de distance. Ce n'est pas la rupture. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture définitive. Non, parce que quand leur père leur dit « mais pourquoi vous ne parlez pas à votre mère ?» Elle dit « mais on aime beaucoup notre mère, on adore notre mère, mais on a besoin de cette distance. » Voilà. Et je pense que si vous voulez... vis-à-vis de moi et pas vis-à-vis de leur père? Parce qu'il est moins dans la souffrance, vous pensez? Peut-être aussi parce que ce sont des filles. Oui. Et que la relation du co-père est forcément un peu différente. Il y a moins d'identification. Il y a moins vous voyez, il y a moins cette relation d'identification, donc ça peut jouer aussi. Parce qu'elles sont en train de construire leur vie de femme aussi. Aussi, il y en a une qui s'est mariée. Dans ce tourbillon que vous avez vécu les uns et les autres, de façon évidemment très différente. Mais dans ces 3 années-là, vraiment de tourbillon, il y en a une qui s'est mariée, donc qui a aussi besoin, peut-être, pour un peu sauvegarder sa peau, son couple, de dire il faut que je m'éloigne un petit peu. J'entends bien. Mais peut-être s'éloigner, ça peut être aussi préserver la relation, plutôt que d'aller au front et de se faire mal. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr que j'entends que c'est douloureux, mais quand vous dites je perds mes filles, je ne crois pas que vous les perdez. Mais ce qui est douloureux pour vous l'est forcément aussi pour elle, parce qu'à un moment, prendre de la distance avec sa mère, c'est toujours douloureux pour des enfants. Oui, je pense, parce que par exemple, mon ex-mari, il a fait je lui ai rappelé ce matin, je lui ai dit combien de fois tu as pris des distances avec tes parents et combien de fois ça t'a fait tellement mal, ça t'a laissé des trous, mais que tu n'as jamais comblés.
Et qui a reconnecté à chaque fois avec tes parents? Moi, parce que ça me faisait plus souffrir que toi. Et il l'a acquiescé. Il m'a dit effectivement, c'est vrai. Donc moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, de s'éloigner de ses parents comme ça. Parce que moi, je suis très proche de mes parents, de ma famille, même s'ils habitent à l'étranger et qu'ils sont aux États-Unis. Je suis très très proche d'eux. Et vous voyez, là, je reçois un texto qui dit « Elles aussi doivent admettre leur faille, le fait qu'elles soient faillibles. » le fait que vous soyez faillible en rencontrant la leur, laissez-leur ce temps de mûrir. Vous voyez, évidemment que ça vous paraît long, mais moi je suis convaincue qu'à un moment elles vont revenir vers vous. Hein. Alors j'ai juste une dernière question à vous poser. C'est vraiment la dernière. Hein, ouais. Est-ce que vous pensez qu'elles viendront vers moi à partir du moment où je serai avec un compagnon? Pas forcément. Pas forcément. Non. Parce que j'avais l'impression que c'était un plus handicap apaisé. pour moi Non. par rapport à leur père. Non, je pense que c'est davantage vous qui le vivez comme ça. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Ça m'a fait du bien de savoir que je les ai pas perdus. Non, je crois pas du tout. Bon courage, Nathalie. Merci. Au revoir. Au revoir. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté en appelant maintenant le 39 21. Vous pouvez également nous rejoindre à tout moment en composant ce même numéro 39 21 choix 1 si vous voulez réagir à un témoignage dans lequel vous vous retrouvez. Vous pouvez également le faire par internet sur europe1.fr ou en envoyant vos messages au 7 10 25. Je m'en mêle dans les numéros en commençant votre message par le mot nuit. Alors justement, un message de Salomon pour Nathalie qui dit: le silence de vos filles traduit leur meurtrissure à votre égard ainsi qu'à l'égard de leur père. Et oubliez peut-être leur père et plutôt que déchirer la page, tournez-la. Bonne chance à vous. On va accueillir maintenant, je crois que c'est Céline qui est avec nous. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que ça fait 10 ans que je l'ai découverte et que... vous êtes une très fidèle alors. Ouais, j'avais 16-17 ans. Et, au hasard de la nuit, des insomnies, je suis très admirative de votre qualité d'écoute en tout cas. Merci Céline, merci beaucoup. Alors vous vous trouvez un petit peu dans une impasse, je crois, en ce moment. Oui, on va dire que... Vous avez dit, je crois, au standard. Hein. Ouais, ça fait déjà plusieurs années que j'ai des relations qui n'excèdent pas 4 mois. Et dont trois relations qui ont été quand même assez marquantes. J'étais très amoureuse et ça, les derniers temps, ça a du coup fait ressurgir des grosses blessures, enfin vraiment un sentiment de rejet, d'abandon, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais je me demande en fait si je suis pas attirée par les mauvaises personnes. Est-ce que c'est moi qui reproduis un schéma ou est-ce que j'ai pas eu de chance, quoi? Ça peut arriver aussi, hein, si c'est trois relations, vous voyez, il n'y a pas encore forcément péril en la demeure. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois ? On va dire que ça a commencé comme assez crescendo, une passion. J'étais la fille, plus ou moins qu'ils attendaient, des belles paroles. Oui. Ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas ressenti ça et brutalement, en fait, ils sont partis. Oui. Quand je dis brutalement, c'est une lettre sur la table avec l'appartement vidé. Ah, parce que vous viviez ensemble? Ouais, un mois, mais rien ne présageait qu'il s'en aille.
il avait tout quitté à Toulouse en fait pour venir me rejoindre en Bretagne. Et puis, oui. Au bout d'un mois, en fait, j'avais juste cette lettre sur la table, impossible de le joindre après, etc. Un peu difficile à accuser. Oui, donc j'ai mis plusieurs mois, c'est vrai, à me laisser réapprocher par un homme. Et lui, ce garçon, là, vous étiez avec lui depuis combien de temps avant de vous installer avec lui ? 3 mois. Ah oui, ça a quand même été rapide. Vous vous êtes installés très rapidement ensemble. En fait, c'était surtout des contacts internet et puis il venait comme ça de temps en temps, mais bon, ça avec la distance, du coup, il a dit moi j'ai envie de bien qu'on se connaisse, qu'on construise quelque chose, qu'on essaye quoi. Oui. Bon. Oui, mais alors en même temps, c'est vrai que dans les premiers temps d'une relation, il y a cette démarche très très passionnelle. Hein. On est dans ce désir de l'autre, ce besoin d'être constamment avec lui, loin de lui, on a le sentiment ou d'elle, on a le sentiment de plus exister. Il faut s'appeler, il faut toujours être lié à lui ou à elle. Et puis j'ai envie de dire, heureusement, au fil du temps, on peut reprendre une relation reprendre un peu le cours de sa vie, simplement, parce que, au fond, si ça continuait toujours à ce rythme-là, on pourrait plus faire grand-chose d'autre que s'aimer. Parce que c'est vrai que c'est formidable ces premiers temps de l'amour, de la passion, mais ça dévore aussi. C'est-à-dire que ça laisse plus de temps tellement pour grand-chose. Donc c'est vrai que c'est merveilleux parce que tout d'un coup ça justifie presque notre existence. C'est ce que vous dites au fond. Quand on vit une grande princesse, quand on vit une grande passion, je vois ça parce que sur votre fiche, vous disiez que vous étiez comme une princesse. Oui, mais je vois, vous dites à chaque fois, vous aviez le sentiment d'être une princesse. Je le lis sur votre fiche. On va dire que je suis peut-être pas facilement accessible au premier abord, et en fait, une fois qu'ils avaient percé ça, j'ai sorti ça comme une manière assez brutale en fait de partir. J'ai pas senti comme s'il y avait un relâchement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, comme vous le dites, il y a la passion, puis au bout d'un moment, on s'essouffle un petit peu. Il y a besoin aussi de vivre de manière autonome. Mais là, c'est vrai que ça s'est fait de manière. Ça s'est fait, voilà, d'un coup. Ouais. C'est-à-dire que d'un coup, au fond, ce garçon, ça se dégonfle et il vous dit je m'en vais, je pars. Un gros coup de panique de sa part, hein, complètement. Je pense certainement, mis face à l'épreuve de la réalité qui est quand même l'emménagement aussi. Hein, tout d'un coup, on n'est plus là dans le rêve, on est dans concrètement. On vit ensemble, vivre ensemble, on passe dans un quotidien. C'est vrai. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos 2 autres histoires, Céline, mais est-ce que là, c'est pareil ? Ce sont des relations qui avaient démarré très fort et qui se sont terminées un peu comme ça ? Ces personnes-là, je pense, étaient quand même assez torturées. Au fond, elles avaient quand même un gros souci à régler, avec le recul. La deuxième était un musicien qui faisait du blues, donc déjà il y a quand même matière pas les musiciens, à torture. C'est vrai, c'est des attrape-filles, mais alors en plus les musiciens qui font du blues, non. Ça oui, il faut éviter, Céline. On va dire que voilà, ça s'est fait naturellement. Lui, c'est pareil, gros coup de cœur. Moi, j'y croyais pas spécialement, donc voilà, il était subjugué, tout. Il a fait les premiers pas, etc. Et puis il est retourné avec son ex sans me le dire, qui est quelqu'un qui a une grosse emprise sur lui, enfin vraiment limite au harcèlement, quoi. Hein. Et je pense qu'il a été faible mais bon, il est revenu vers moi en me disant oui, je sais que j'ai pas fait le bon choix. Enfin voilà, en se mettant le nez dans sa mouise, mais toujours en venant me rechercher. Donc c'est vrai que moi j'avais beaucoup de mal. J'étais amoureuse de ce gars-là, donc ça a été très très difficile. Ça s'est étalé sur plusieurs mois. Et la dernière relation était avec quelqu'un, a priori sain, bien dans sa tête, bien dans sa peau. J'étais vraiment très 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 bien. Et c'est vrai qu'il me rassurait énormément parce qu'après ces relations-là, du coup, j'étais peut-être, moi, du coup, plus vulnérable. Oui, certainement. J'étais sûrement dans une grande attente de tendresse, besoin d'être rassurée. Et puis bon, il a fini par partir parce que sa vie pour lui était en Italie et que
ici, ça ne lui convenait pas, mais bon, il est parti en me disant des je t'aime, puis 3 semaines après, on se revoit. Ça y est, c'était fini, quoi. Brutal aussi. J'ai pas senti la pente venir. Alors après, est-ce que c'est moi qui n'ai pas été assez réceptive? Je sais pas. Non, mais parce que, si vous voulez... c'est toujours pareil, c'est forcément déstabilisant, mais il y a ils sont sincères sur le moment quand ils vous le disent, mais pour autant ils n'ont pas forcément envie de s'engager, d'aller plus loin. Donc en fait, les mots qu'ils disent et tout, c'est juste pour conforter la relation et ensuite. Mais pas forcément, c'est-à-dire que sur le moment ils le ressentent comme cela. Mais vous leur donnez évidemment une autre signification, parce que vous attendez autre chose et en particulier vous avez un grand besoin d'être assuré. Mais du coup, comment sortir de ce schéma-là? Mais peut-être en essayant d'aller moins vite et de moins chercher à tout prix à être assuré dans la relation. C'était surtout la dernière, en fait, où ça s'est produit. Peut-être trop vite, trop vite, Céline. Faut peut-être prendre un peu plus votre temps. C'est rapide de s'installer aussi vite avec quelqu'un. Ah oui, pour la première fois, oui, mais les 2 autres fois, ça s'est pas fait comme ça, c'est pour ça. Oui, mais vous étiez jeune quand même, hein. Vous me dites, là, ça s'est étalé, tout ça, ça s'étale sur plusieurs années. Vous avez... quand même. Donc, vous pouvez avoir des relations sans pour autant tout de suite songer à... On ne sait jamais comment va évoluer une relation. Mais si derrière, vous m'avez parlé tout de suite, ça réveille des choses de l'ordre de l'abandon, c'est peut-être ça, c'est peut-être là où est le problème au fond. Bah maintenant oui, j'avoue qu'avant j'étais beaucoup plus sereine. Bon, j'ai eu d'autres histoires entre, mais voilà, il s'est avéré que ça collait pas aussi bien, donc ça se non, je pense qu'il y a quelque chose de plus complexe derrière, parce qu'après tout, on peut vivre des histoires d'amour. À un moment, l'histoire s'arrête, sans pour autant être dans quelque chose de l'abandon. Bah, c'était pas d'un commun accord non plus, quoi. C'est rarement d'un commun accord, Céline, quand une histoire s'arrête. Il y en a toujours un qui est plus accro que l'autre. Oh, il y en a toujours un qui est plus d'accord que l'autre pour que l'histoire s'arrête. En général, hein. Vous savez ? Alors après, c'est pourquoi ça vous insécurise tant. Et puis peut-être à ce moment-là, plutôt que quand on a été un peu meurtri par une séparation, plutôt que de se relancer, de se consoler dans les bras d'une autre ou d'un autre, il vaut peut-être mieux un peu se réparer autrement. Soit avec des amis, en faisant des choses par soi-même, en cherchant un peu, en comblant ses manques par soi-même, plutôt que dans les bras d'un autre. Ouais, ça me rappelle un peu le témoignage d'hier où vous disiez s'accomplir soi-même avant de s'accomplir à travers l'autre, c'est vrai. Un peu. Et on a tendance à faire quand on n'est pas bien, quand on est finalement comme ça, à aller chercher du réconfort dans d'autres bras. Et alors, si malheureusement, l'histoire se répète, pas parce qu'on est tombé une fois de plus sur une mauvaise personne, mais parce que du coup on est vulnérable et du coup on vient avec encore plus d'attentes. Tout à fait. Encore plus d'attentes et du coup beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses. Et on peut malgré nous faire échouer cette relation. C'est un peu remettre l'ardoise des sentiments à zéro en fait, quoi. Voilà, c'est-à-dire ne pas faire porter tout ce qu'on a pu vivre précédemment sur la relation nouvelle qui devrait pouvoir être nouvelle. Et pas se dire oh là là, j'arrive avec une barque déjà très très chargée. Ouais. Parce que sinon on le fait porter à l'autre et après tout l'autre peut dire j'ai pas envie moi de porter ça. J'ai pas envie de, comme vous l'avez dit très justement, de payer l'addition pour les autres. C'est ce travail-là, en fait, qui est difficile à faire. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de mois, voire d'années écoulées entre chaque relation.
Et je vous avoue que dernièrement, maintenant j'ai réussi à me stabiliser, mais c'était vraiment parti en vrille, parce que j'avais mes amis qui étaient très présents, etc. Mais je m'étais mise dans de l'alcool, quoi, complètement. J'étais vraiment complètement désarmée. Je suis allée au CMP. Malheureusement, c'est des délais encore de quelques mois pour rencontrer un psychologue. Mais je cherche beaucoup à me sentir sereine de l'intérieur, quoi. Pas forcément à mettre en cage ces émotions, j'aimerais les régler, mais je sais pas comment. Vous avez pu obtenir un rendez-vous au CMP ? Avec une infirmière psy, du coup, mais il y a encore des mois et des mois d'attente, quoi. Et attendez, à l'extérieur, c'est pareil. Là, le rendez-vous avec l'infirmière, vous la voyez quand même, elle... À quel rythme ? Je la voyais une fréquence de 1 fois par semaine. D'accord. Donc là, ça fait 1 mois que j'ai pas du tout touché à l'alcool. Et là, c'est toutes les 2 semaines. Mais elle m'a fait comprendre que... je suis beaucoup dans l'analyse. Elle m'a dit, là, ça dépasse mon champ de compétences, quoi. Donc c'est juste pour me lâcher, pour craquer. Et après, vous allez voir un psychiatre ? Et par la suite, normalement, un rendez-vous avec le psychologue est prévu, mais plus ça va, plus elle me fait comprendre que l'attente s'allonge, en fait. Oui, mais enfin, vous allez la voir. Entre-temps, elle vous suit, pour vous permettre d'attendre ce rendez-vous. Voilà. Oui, mais ça, malheureusement, les CMP, il y a une attente très grande, parce que tout ce qui est psychiatrie de secteur, il y a beaucoup de demandes, mais ça vaut le coup d'attendre. Parce que déjà, si vous arrivez à ne pas consommer d'alcool, il y a le fait quand même de pouvoir parler. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même un problème de grande vulnérabilité, un problème de dépendance derrière tout cela, une souffrance dont il faut pouvoir parler, Céline. Et de faire en sorte que ces relations-là ne vous fragilisent pas trop. C'est-à-dire, quand vous vous sentez abandonné parce que ces garçons partent pour X raisons qui ne sont pas forcément liées à vous, parce que vous me dites, vous avez rencontré, ce ne sont pas les mêmes, vous n'avez pas rencontré la bonne personne, ces garçons-là ne vous ont pas fait de mal, si ce n'est le fait que à un moment ils n'ont pas poursuivi leur chemin avec vous, mais ça vous renvoie à des angoisses certainement plus profondes liées à votre histoire. Pourquoi l'abandon ? C'est à explorer, c'est à travailler. Donc, malheureusement, vous pouvez pas le faire là actuellement, mais vous avez quand même ce suivi avec cette infirmière jusqu'à ce que vous obteniez ce rendez-vous. Donc ça vaut la peine de travailler là-dessus. Je pense que ce qui a déclenché, en fait, ce qui a créé peut-être une blessure, c'est le fait d'avoir été 2 fois lâchée de manière, je dirais, pas correcte, en fait. Un grand manque de respect, vraiment parti comme ça, limite sans explication. Non, mais vous savez, Céline, il y a toujours dans l'histoire présente, dans ce que vous vivez là, aujourd'hui, dans votre vie amoureuse de jeune femme adulte, il y a toujours des choses qui entrent en résonance avec votre histoire d'enfant. Là, vous me parlez de ce que vous vivez, qui est votre présent. Mais pour que ça vous plonge dans un état de souffrance tel que parfois, vous vous abîmez dans l'alcool, c'est ça réveille d'autres souffrances qui sont en vous, dont vous n'avez pas encore forcément conscience, mais qui sont là et qui demandent à être explorées. Oui, donc il vaudrait mieux régler des choses en profondeur. Ces hommes, pour le moment, oui, vous leur mettez sur le dos l'origine de ces souffrances, parce que c'est eux qui vous ont lâché, qui vous ont abandonné, mais ça mérite de s'interroger. Par qui avez-vous eu le sentiment d'être lâché, d'être abandonné, sur qui vous ne pouvez pas compter comme ça, Donc, ça mérite d'être travaillé. Et ça, un travail sur vous va pouvoir vous aider. Et peut-être, effectivement, si vous sentez... il y a quelque chose, après, qui fera que vous irez... des petites antennes qui feront que vous sentirez que, peut-être personne pas très fiable... il y a peut-être des choses comme ça. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous donnerez du temps. Tout simplement.
et vous irez plus en douceur, au lieu de foncer, comme semble-t-il vous le faites dans la relation, pour forcer un peu les choses. Mais quand on force les choses, on arrive rarement à ce qu'on veut, au final. Donc continuez ces rendez-vous avec l'infirmière au CMP, et puis vous finirez par avoir ce suivi et qui ne pourra être que bénéfique. Hein. J'espère. Merci en tout cas Céline de votre appel. Au revoir. Au revoir. Rumors, slow, comme dit Eridan, cette chanson est une bulle de champagne qui n'éclate jamais. Un petit message du subversif qui dit l'inconscient n'a pas son pareil pour nous cogner à nous-mêmes. Ça fait suite au témoignage de Céline. Il ajoute, il pense bizarrement se prémunir de l'abandon en évitant de s'engager grâce à des personnes qui vous abandonnent avant, mais entretiennent du même coup la névrose. C'est très juste. Finalement, on ne s'engage pas, on rencontre des personnes qui nous quittent avant, et du coup, on reste dans cette problématique de l'abandon qui fait terriblement souffrir. Donc ça vaut le coup d'aller un peu explorer ça et d'essayer de dénouer pour en sortir, parce que sinon on est pris avec ces nœuds inconscients. On va accueillir maintenant Paul. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Paul. Voilà, je suis très émue de passer à l'antenne. Mais non, ça va bien se passer, rassurez-vous. Et je vous écoute depuis quelque temps. Oui, merci. Et j'apprécie beaucoup votre intervention. Et voilà, j'ai des conseils à vous demander. Mais oui. Les conseillères sont les mauvais payeurs. Et c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. J'ai 65 ans. C'est une relais, ça part bien. Ça part sur de bonnes bases de confiance, alors, je vois. Bon. J'ai 65 ans et c'est au sujet de mon fils que je voudrais vous parler. Je l'ai élevé tout seul, il a 42 ans et il a eu un chagrin vers l'âge de 27 ans. Enfin, une relation qui s'est mal terminée et puis ensuite il s'est laissé vivre de façon affective. Il n'a plus trop de relations, enfin je sais pas trop, sérieuses disons. Et tout en ayant une vie professionnelle et relationnelle très très riche. Et il y a 1 an, il a connu une jeune femme qui est parfaite et ils sont heureux, ils s'aiment. Et ça fait plaisir. Je suis invitée au moins 1 fois par mois chez eux. Et cependant, je ne sais pas quelle attitude avoir parce que je dialoguais beaucoup avec mon fils, on se parlait beaucoup. Et ça ne plaît pas trop à cette jeune femme qui fait remarquer que je suis trop présente. Trop présente sans être présente, quoi. Je sais pas, elle doit mal me vivre, je sais pas. Et dimanche. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Bon, elle lui a dit que c'était un peu le fils à sa maman. Alors que cette jeune femme voit ses parents régulièrement, part en vacances avec. Et donc je les ai vus dimanche et j'ai malheureusement dit à mon fils devant tous les deux, je te vois pas souvent maintenant. Et bon, ça a été très mal pris, je crois. Et c'était pas mon intention. Ou peut-être c'était mon intention, j'en sais trop rien finalement. Oui. Et alors je sais plus quoi faire. Je sais plus si je dois appeler, quand je dois appeler. Je sais pas quoi faire. Pas quoi faire, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez dit. J'ai peur si je téléphone, si j'ai peur qu'on le prenne mal de l'autre côté, et je veux pas du tout ternir ce bel amour qui est né, quoi. Je veux pas que ma présence ou mon intervention quelconque. Par exemple, si je téléphone pour dire on va avoir une exposition de peinture dimanche prochain ou dans 15 jours, je veux pas que ça soit mal pris. Je sais pas quoi faire, voilà. Si je dois ne plus rien dire, ne plus téléphoner ou bien continuer. Entre ne plus rien dire et il s'agit pas non plus de ne plus avoir de lien, c'est pas ce qu'il s'agit. Mais entre quand vous les voyez et effectivement ce propos que vous avez eu qui n'était pas anodin.
Non, de dire, vous le savez au fond, hein, non, de dire je ne te vois plus, je ne te vois plus beaucoup maintenant. Ça sous-entendait très bien que depuis qu'il est en couple, au fond, il ne vous accordait plus assez d'attention. Donc ça traduisait une certaine forme de rivalité entre vous et cette jeune femme. C'est possible, oui. 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 Or, il ne s'agit pas. Donc vous avez raison de vous poser la question, Paul, parce que et d'y réfléchir, parce que ce faisant, si vous continuiez dans cette voie-là, vous mettriez tout le monde dans une situation difficile. En premier lieu, votre fils, évidemment, puisque votre fils n'a pas à faire de choix entre vous et cette femme, puisque c'est pas la même place que vous occupez l'une et l'autre. Donc, quand vous dites, et la question que vous vous posez est intéressante à ce sujet, que dois-je faire ? Ne plus me manifester, ne plus vous manifester, ou c'est finalement ne plus vous manifester, ça serait une façon de manifester votre opprobre, de manifester un certain mécontentement, d'exercer une forme de pression. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Oui. Au nom de quoi ? Au nom du fait que votre fils est heureux en couple. Oui. Et de dire que oui, du coup, il est un petit peu moins disponible pour vous. Oui. Ce qui est dans l'ordre des choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il a moins d'amour pour vous. Simplement, il a une femme qui partage sa vie et vous devriez vous réjouir puisque effectivement, vous m'avez dit, après un chagrin amoureux, il a enfin retrouvé une autre jeune femme avec qui il s'entend très bien et tout va très bien pour eux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je m'en réjouis. Mais j'ai eu cette attitude dimanche et voilà. Et je m'en veux depuis. Bon, mais c'est important c'est bien que vous puissiez justement vous réfléchir et que vous êtes en capacité d'analyser, de pouvoir vous remettre en question. Certaines ne le feraient pas. Donc ça montre que vous êtes tout à fait à même de pouvoir dire vous n'êtes pas dans la. Il y a des personnes qui diraient je suis dans mon bon droit, c'est comme ça et il n'y a même pas lieu de dire ou d'agir autrement. Donc vous êtes un peu partagé parce qu'effectivement votre fils, à la fois vous êtes heureuse pour lui et puis en même temps vous le voyez moins. Oui, voilà, moi je suis perdante dans l'affaire. Oui, si vous êtes tout à fait sincère, oui. Mais c'est affreux, oui, vous le dites, c'est le cri du cœur, oui, c'est affreux, oui. Mais vous êtes... l'important, c'est que quand même votre fils puisse, lui, mener sa vie, être un peu plus... Alors, avoir une vie d'homme en dehors de vous. Et que vous mainteniez ce lien. Alors, oui, il va aller à des expos, faire des choses un peu sans vous. Mais la meilleure des choses que vous puissiez faire, c'est justement de ne pas entrer en compétition avec cette jeune femme. Oui, c'est vrai. Que ça ne soit pas l'occasion, voyez, d'une guerre intestine entre vous deux. Ah non, surtout pas. Quel âge a-t-il, votre fils ? Je sais pas si vous l'avez dit, il a 42 ans. 42 ans. Tous les deux, ils ont 42 ans. Ce sont deux célibataires qui se sont rencontrés il y a 1 an et demi et qui se sont plu et c'est très beau ce qu'ils vivent. Et ils ont beaucoup de projets et des beaux projets et c'est parfait, quoi. Écoutez, c'est de tout ça dont c'est ce qui est important. Alors maintenant, écoutez, il y a eu cette réflexion-là, c'est pas non plus dramatique, Non, mais c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai pas eu. Oui, c'est voilà, c'est. Je vois, je suis comblée, non, parce que c'est vrai, je suis invitée souvent pour aller au cinéma, pour faire des dîners. Oui, donc c'est qu'il vous apprécie et c'est que finalement, alors, ce qui vous a énervé, c'est qu'elle vous a dit, c'est qu'elle a dit à peut-être un peu de façon la taquinerie, elle l'a taquiné de façon un peu ironique, mais c'est un peu le fifi à sa maman. Ce qui est
bon, c'est-à-dire que il était un peu dans votre giron, un peu sous son aile protectrice. Alors ça a dû vous piquer au vif. Donc à votre façon, vous avez répondu aussi. C'est possible, oui. Mais attention de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Ah non, justement, c'est pour ça. Parce que vous avez de vous avoir eu au téléphone, que ça me tracasse depuis quelques jours, cette histoire. Je savais pas quelle attitude adopter. Voilà, maintenant c'est plus clair. C'est plus clair pour moi. Il y a Brigitte qui dit vous-même, vous êtes seule, qui demande. Oui. C'est ça. Et oui, ça serait plus simple si vous aviez... Oui, je suis seule, mais je suis pas seule en fait parce que je suis très active. Je suis à la retraite, je suis très active et je vois beaucoup de monde. Donc... Oui, mais c'est pas comme si effectivement vous aviez quelqu'un dans votre vie. Oui, mais ça c'est la vie. On peut pas changer du jour au lendemain. Non. Oui. Non. Bon. Donc, en tout cas, c'est important que vous ayez une vie à côté remplie, active, pour que justement, ça comble aussi quand vous dites, au fond, je suis un peu perdante au change. C'est vrai. Non, vous pouvez aussi vous dire, je suis heureuse parce que votre fils, lui, après un chagrin, après une déception sentimentale, a pu... remonter la pente, se reconstruire et à nouveau bien. Donc ça veut dire que il a des fondations solides, quoi. Il peut se reconstruire, il peut repartir, il est à nouveau en couple. Donc voilà, il est bien dans sa peau. Il est bien dans sa peau et il est heureux dans son couple. Bon. Et en plus, vous avez une chance extraordinaire, c'est qu'il vous associe à leur sortie, alors que c'est un âge, je veux dire à 40 ans où généralement, vous voyez, c'est pas comme parfois des jeunes couples, 20 ans, on est encore très dépendant dans ces cas-là des parents, et donc il y a beaucoup de choses comme ça où évidemment les parents sont associés, mais à 40 ans où les parents ne sont souvent plus associés. Aux sorties, aux activités, parents, moi, puis les autres parents aussi, on se retrouve ensemble. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un lien affectif très important et une relation de confiance. Oui. Donc, au contraire, vous devriez, profitez de ça, savourez de cela. Oui, d'accord. Hein ? C'est bien. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui envoie un petit message pour dire « Ma maman, je la vois tous les jours et la femme qui partage ma vie, ça ne la dérange nullement. J'ai pas de femme, comment avez-vous deviné ?» C'est signé un auditeur, oui. Petite plaisanterie, il y a Sergio qui dit « Ah, ça c'est sûr que votre fils ne doit pas se prénommer Georges parce que jamais une femme ne se substituerait à sa chère maman, nous dit Sergio. » Et puis il y a Brigitte qui dit « Mais vous pourriez en discuter avec votre fils, il doit avoir son idée sur le rythme des sorties que vous pouvez faire ensemble. » Donc, écoutez, apparemment, jusque-là, ça se passait bien. Donc, n'allez pas déterrer l'âge de guerre, je trouve. Non, c'est ce que dit Lali. Elle dit, vous n'êtes pas sa rivale, réjouissez-vous plutôt pour eux, quoi. Vraiment. C'est ce que je fais, mais c'est parce que j'ai eu ce mot malheureux. Oui. C'est ce que, vous voyez, il y a un message là qui dit dire à l'aimé qu'il est dans les jupes de sa mère, alors qu'on est soi-même dans les jupes de la sienne, puisque c'est ce que vous avez dit, elle-même est très proche de ses parents. Oui. C'est le moquer un peu. Donnez-lui donc la liberté d'être moqué un peu. Ça fait partie aussi de leur relation et de leur complicité. Vrai, ça les regarde, vous voyez. Donc ne vous sentez pas dans l'obligation d'être la maman poule que vous avez dû être et que vous êtes encore, qui défend son petit poule des deux, quoi. Qui défend son petit poussin vaillamment, c'est ça. Oui. Bon, votre petit poussin peut être moqué, je vous dis, ça fait partie de leur complicité, puisqu'ils s'entendent très bien, donc c'est ce qui compte. Voilà. C'est vrai, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Paul. Soirée. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Muriel. Bonsoir Caroline, Bonsoir. Je suis très contente de vous entendre, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ah ben 100 c'est beaucoup, mais le cœur qui bat c'est bon signe. Oui c'est vrai, vous avez raison. Je voulais vous parler de quelque chose, je suis assez perturbée en ce moment. Voilà, j'ai passé 10 ans de ma vie avec un homme malheureusement alcoolique. Oui. J'ai dû le quitter très brutalement
il y a de ça 5 ans, brutalement, parce qu'il y a eu une grosse bagarre entre mon fils et lui-même. Et j'ai réussi à couper pendant environ 2 ans. Mais maintenant, il y a 1 an de ça, je l'ai rappelé après une relation qui s'est mal passée, en lui disant que je voulais être simplement son amie. Alors on avait toujours des contacts téléphoniques. C'est un homme qui est tout seul, qui malheureusement continue de boire. J'ai très bien compris que je le sauverais pas, parce que j'ai longtemps été très dépendante affectivement. Je fais une thérapie dans ce sens-là, etc. Mais là, je me rends compte que vraiment, je n'arrive pas à faire le deuil de cette relation. Je n'arrive pas à ne pas avoir de ses nouvelles. S'il m'appelle, qu'il a besoin de quelque chose, je vais aller l'aider. Et je pense que ça m'empêche de vivre mon présent. Mais vous êtes aujourd'hui dans une relation amicale ou amoureuse avec lui ? Amicale, mais lui ne veut pas de cette relation amicale. Lui, il voudrait peut-être, plus. Mais lui n'en veut pas. Mais vous, arrivez-vous à maintenir le cap de cette relation ? Oui. D'accord. Bon, ça c'est déjà important quand même. Oui. Si Oui. vous tenez à cette relation amicale. Oui, tout en sachant, comme je disais tout à l'heure au charmant jeune homme que j'ai eu au téléphone, là, que je vous confirme, il est charmant. Je sais que c'est ni bon pour cet homme-là, ni bon pour moi. Qu'est-ce qui n'est pas bon ? J'ai l'impression que personnellement, ça m'empêche d'avancer. Et que lui, je me demande si ça ne le maintient pas dans un autre état de dépendance à l'alcool et à moi aussi. De toute façon, ça c'est possible. Moi, c'est vous que j'ai en ligne, donc oui. Moi, ce que j'entends, c'est que vous dites que ça ne vous permet pas d'avancer. Oui. Alors bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez vous le rappelez, cet homme, alors qu'au fond, vous ne voulez pas reprendre de relation amoureuse avec lui. Vous savez que vous ne pouvez pas l'aider. Oui. Et malgré tout, vous voulez rester en contact avec lui. Oui, parce que je me sentirais coupable s'il lui arrivait quelque chose et que j'ai pas pu lui répondre. Oui, mais ça, justement, il y a lieu de chercher à comprendre pourquoi. Et j'imagine que vous le faites dans le cadre... Vous êtes en thérapie, vous m'avez dit ? Oui, absolument, oui. Oui, pourquoi pourquoi cette culpabilité au fond d'un homme que vous avez connu, vous êtes resté 10 ans avec lui, je ne sais pas quel âge a cet homme, enfin cet homme a toute une histoire avant de vous rencontrer. Absolument. Donc s'il a ce problème avec l'alcool, vous n'en êtes pas la cause. J'imagine que quand vous l'avez rencontré, il avait déjà ce problème-là. Oui, donc vous savez bien, consciemment, vous savez bien que cet homme a cette dépendance à l'alcool, vous n'en êtes aucunement responsable. Oui. Que vous ne pouvez pas l'aider. Oui. Qu'au fond, en étant à ses côtés, ça peut le maintenir dans une illusion. Lui peut penser que vous allez peut-être finir par céder, reprendre, renouer une relation avec lui. Vous avez raison. Bon, donc c'est pas très... Vous êtes lié à lui, mais dans une relation là aussi qui vous maintient, qui vous empêche de vous tourner vers l'avenir. Donc oui. Au fond, tout ça est assez bloqué, est assez figé, et en même temps, vous n'arrivez pas à en sortir. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose, d'autres enjeux qui vous échappent, et qui là sont plutôt à chercher du côté de votre histoire à vous. Pourquoi, au nom de quoi voulez-vous à tout prix aider ? Qui voulez-vous sauver en fait ? Que représente cet homme, finalement, pour vous ? Qui représente-t-il de votre histoire passée ? Qui avez-vous besoin de sauver ? Qui n'avez-vous pas pu sauver, aider par le passé ? Moi, c'est ce qui me vient comme ça en premier lieu à l'esprit, hein. Oui, et que vous n'avez pas pu sauver, aider. J'avais jamais envisagé ça sous cet angle-là, oui. Qui est-ce que j'ai pas pu sauver ? Je pense que c'est moi pendant très longtemps. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?
que j'ai toujours voulu être parfaite, voulu tout bien faire, voilà, pour qu'on soit fier de moi, pour que, voilà, une forte sous-estime de moi, quoi. Qui commence un petit peu à guérir. J'y travaille beaucoup. Mais je pense que ça peut être ça. Et maintenant, dans la dernière relation que j'ai eue avec un autre homme, j'ai pas pu vivre cette relation vraiment bien parce que j'avais l'homme alcoolique dans la tête tout le temps. Et dans votre entourage, dans votre histoire familiale, vous n'étiez pas confronté à l'alcool? Non, jamais. 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 Et vous n'avez jamais eu à être responsable, vous n'avez pas pris en charge, il y a, je sais pas, un parent, un frère ou une sœur qui était dans une souffrance Non, je serais presque tentée de vous dire, mais je sais pas si c'est ça que j'ai pris ma mère un peu, dans le sens que maman m'a toujours dit que, enfin m'a pas dit malheureusement, m'a toujours laissé entendre que si elle s'était mariée avec mon père, c'est parce qu'elle m'avait eu, que j'étais un accident, etc. Est-ce qu'on peut l'entendre comme ça? Je ne sais pas. Ça sous-tend quand même que, au fond, il y a des choses, à réparer, puisqu'au fond, quand on est un accident, comme le dit votre mère, et que c'est ce qui fait que elle s'est mariée avec votre père, ça lui a un peu forcé la main, et donc que vous avez du coup pesé très fortement sur sa vie, et en quelque sorte, il faut vous racheter de ça. Enfin, il y a quelque chose là aussi de l'ordre de comment ne pas être dans la culpabilité. Quand, d'une certaine façon, votre mère vous dit que vous avez vous avez fortement influencé le cours de sa vie, pour ne pas dire plus. Ah ça c'est sûr, oui. Ouais. Ça, c'est sûr. Certaines mères le disent moins délicatement, en disant t'as gâché ma vie. Enfin, sinon ça aurait été autrement. Oui, vous avez raison. Cas. Oui. Donc, ce qui n'est pas forcément ce que voulait dire votre mère, mais enfin, vous voyez, il y a des termes derrière tout ça. Donc, comment après ne pas ressentir une culpabilité? Oui. De dire, donc après, ne pas vouloir être dans un rachat de cette faute originelle. Alors, on a tous la faute originelle, si on est par là, en venant au monde. Mais enfin, je veux dire, quand votre mère vous le rappelle en disant, tu vois, finalement, à cause de toi, j'ai dû épouser ton père, et voilà, on vient avec ça doublement, on a un petit sac à dos bien chargé. Hein. Oui, c'est ça. Alors après, on peut se racheter par tous les moyens. Hein. Il faut payer un lourd tribut pour justifier son droit d'exister. L'addition est forte, mais on jamais à payer. On paie bien. Non, mais on paie bien, oui, on paie, on paie jamais assez, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Et vous pensez qu'on peut arriver à faire le deuil d'une histoire d'amour tout en continuant à voir cette personne, à avoir des relations téléphoniques avec? Vous voulez que je sois franche? Oui, allez-y, j'attends ça. Vous connaissez ma réponse, je vais vous dire non. Oui. Donc évidemment. C'est peut-être aussi que je veux pas faire le deuil de la... Je veux dire, effectivement, pour le moment, non. D'accord. Non, vous voulez continuer à payer un lourd tribut. D'accord. Vous êtes dans le rachat. Mais bon, à un moment, vous allez en sortir. Hein. Moi, j'aimerais bien... Si vous voulez, les bases de un peu l'estime de l'estime de vous-même, on peut comprendre aussi qu'elles aient été très à la base de votre naissance, déjà, quand on vous balance que vous êtes un accident, que ça aide pas terriblement à avoir confiance en soi, hein. À se construire. Enfin, si vous voulez, si on va par là, il y a des enfants qui ont été désirés, comme on dit, et qui pour autant ont d'autres symptômes et manquent terriblement de confiance en eux. Désirer un enfant ne suffit pas à ce qu'il soit épanoui et heureux dans la vie. Et d'autres enfants qui ont été des accidents,
et qui vont très très bien, qui sont très bien dans leur peau, parce qu'il y a des accidents qui ont fait où derrière il y a de vrais désirs. Donc tout ça est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Mais après, ce sont les paroles, c'est ce qui est dit derrière, c'est quand c'est dit. Vous voyez, c'est quand c'est dit, pourquoi on le dit, de quelle façon, parce qu'il y a des paroles qui ont une volonté de bien enfoncer le clou. Bon, ça n'aide pas l'enfant à se dire finalement quelle valeur ai-je aux yeux de mes parents, voilà, au fond pour ma mère c'est que ça a été quelque chose de la maternité, au fond ça a été mal vécu, qu'est-ce qui s'est fait au niveau de la transmission, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui restent en suspens, qui restent douloureuses, et ça n'aide pas, mais vous allez avancer. Et c'est vrai que pour le moment, non, bien sûr que vous ne pouvez pas faire le deuil en voyant cet homme, en étant en contact avec lui. Oui. C'est évident, vous n'êtes pas prête à vous détacher de lui. Oui, mais bon, quand, Caroline. Ah ben oui, mais il y a des deuils qui prennent du temps, hein. Bien sûr, oui. Mais bon, à un moment, les choses pourront se faire. Déjà, vous en parlez, donc c'est plutôt un signe encourageant. Oui. Vous voyez, vous pourriez ne même pas l'évoquer. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc vous allez continuer à travailler. D'accord. Merci en tout cas de votre confiance. Au revoir Muriel. Caroline. Au revoir. Mélanie, en t'attendant, très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves.